Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Nous partons sur le terrain. Il nous attend, voilà, c'est bien sûr Mamadou Ismaël Konaté. Il faut le rappeler, il est ancien garde des Sceaux, du côté du Mali. Bonjour, monsieur le ministre, bienvenue. Bonjour et merci de m'inviter à nouveau. Voilà. D'accord, monsieur le ministre, cette décision qui est tombée comme un coup de couperet de la CEDEAO, chacun y va de ses commentaires. D'abord, comment cette décision est accueillie par le peuple malien ce matin? Et dans quel état d'esprit les Maliens se trouvent ce matin? Alors, je ne peux pas parler pour tous les Maliens, mais ce qui se constate sur le terrain, c'est qu'il y a visiblement des gens qui sont totalement mal à l'aise par rapport à ces sanctions-là, d'une part, et d'autres personnes qui peuvent avoir quelques raisons de se réjouir, mais en tout état de cause, pour toutes les personnes comme moi qui ont le souci du Mali, qui ont le souci des populations maliennes, qui ont le souci des difficultés que cela peut créer aujourd'hui, il y a lieu de s'inquiéter. Pour autant, je ne suis pas là pour dire que ces sanctions nous tombent du ciel. Ces sanctions tombent à la suite de comportements qui sont fautifs au regard de la loi et la loi qui nous engage parce que nous sommes aussi une partie intégrante de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, allez-y. Quand vous parlez, quelle décision fautive? De quoi parlez-vous exactement? Est-ce que pour vous, les 5 ans proposés par le Mali pour la transition sont exagérés? Pour vous, en quoi l'État malien a-t-il fauté? Alors, avant même de parler des 5 ans et tout ce que vous venez de dénumérer, il faut quand même se rappeler que originellement, c'est parce qu'il y a eu un renversement anticonstitutionnel du régime le 18 août et un renversement, un second renversement le 24 mai qui nous vaut le Mali d'être sur le banc de la CEDEAO. Premier point. N'oubliez pas quand même que nous avons des engagements dans le cadre de la charte, dans le cadre des différents protocoles de la CEDEAO, notamment le protocole sur la bonne gouvernance qui indique que tout changement anticonstitutionnel est une violation du droit et en conséquence peut donner lieu à sanction. La question est que le Mali était sur le banc des accusés. Le Mali a pris des engagements de mener à bien le processus de transition jusqu'au mois de février 2022. Le Mali n'a pas été capable de le faire et la conférence des chefs d'État a sanctionné. Sur la question des 5 ans, c'est totalement incongru. Il ne faut pas avoir fait des études de droit ou de droit constitutionnel pour se dire aujourd'hui qu'un régime qui par nature est issu d'un renversement anticonstitutionnel du pouvoir se prévaut de prendre 5 ans pour décider du Mali, pour décider de l'avenir du Mali. Quelque chose est incongru. Voilà. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, monsieur le ministre, c'est sur la question de la durée de la transition, c'est naturellement discutable. Mais est-ce que il a été donné au Mali la chance de pouvoir discuter sereinement, justement, de ce chronogramme-là? Il est étalé sur une série, une suite d'activités. Est-ce que l'idéal n'aurait pas été justement d'en discuter carte sur table et de voir dans quelle mesure des concessions réciproques, des concessions mutuelles auraient pu être consenties? Alors, si je vous écoute et que je vous suis, j'ai tendance à dire aujourd'hui que vous attrapez quelqu'un la main dans le sac en train de voler. Vous le mettez en cause et vous voulez le sanctionner et vous mettez à discuter de la sanction avec le voleur. Ni plus ni moins. Vous prenez les 3 derniers communiqués de la CEDEAO. Ils indiquent de manière très pertinente que le principe absolu du mois de février comme le terme de la transition est rappelé 3 fois de suite. Deuxièmement, en rappelant également que c'est l'État du Mali, le gouvernement de transition qui a pris cet engagement du mois de février de 2022. Troisièmement, on a brandi la sanction déjà il y a 2 sessions. On a rappelé la sanction en tapant tous les membres du gouvernement, à l'exception du chef de l'État et du ministre des Affaires étrangères. Et le dernier point, la dernière session du 12 décembre a indiqué au Mali que les sanctions vont tomber et qu'elles vont être de nature financière et économique. Alors moi je veux bien qu'on puisse négocier, mais vous ne pouvez pas négocier de sanctions concernant quelqu'un qui est répréhendé pour son mauvais comportement. Monsieur le ministre, tout ceci a une histoire. Ce n'est pas quelque chose, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui tomberait du ciel. C'est cette même CEDEAO qui est capable de proposer 5 mois, comme elle l'a fait par exemple dans le cas guinéen, 5 mois de durée de
6 mois de durée de transition, c'est comme si on n'avait pas en face les défis auxquels ces États étaient confrontés, la question sécuritaire, et puis plus loin, monsieur le ministre, et c'est ce que nous disions ce matin dans ce studio, vous pouvez nous corriger si nous avons tort, comme dans le cas guinéen, il y a par exemple la possibilité que des forces vives, donc le Mali, dans toute sa composante sociale et politique, qui se réunirait, qui dirait à la junte, 5 ans c'est trop, nous n'en voulons pas. À ce moment-là, la CEDEAO viendrait tout simplement endosser une position malienne bien légitime. Mais est-ce bien le cas aujourd'hui au Mali? Non mais la question c'est qu'on est en situation de trouble. On n'est pas en situation de légalité, on n'est pas en situation de légitimité. Quand vous parlez du peuple, ce n'est qu'une partie du peuple. C'est ça le vrai débat. Aujourd'hui, on a réuni soi-disant les assises nationales de la refondation au Mali. En indiquant qu'en ce qui concerne la durée de la transition, les assises ont proposé une durée minimale de 6 mois et une durée maximale de 5 ans. Vous voyez, on se prend pour le peuple à vouloir parler pour le peuple alors qu'on n'est pas le peuple du tout. Entre 6 mois minimum et 5 ans, le gouvernement de transition a décidé de prendre les 5 ans, premièrement. Deuxièmement, en 48 heures, le gouvernement de transition qui parlait au nom du peuple s'est substitué au peuple pour proposer une durée de 24 mois. Ça aurait poussé encore qu'ils auraient proposé une durée de 6 mois. Personne ne peut se prendre pour le peuple. La réalité aujourd'hui, c'est que dans des situations comme celle-ci, faisons confiance à un certain nombre d'institutions. Bien évidemment qu'ils ne sont pas sans réponse. Et je sais bien aujourd'hui que la CEDEAO qui dit rouge aujourd'hui est capable de dire vert. Mais c'est parce que vous avez une appréciation de la CEDEAO comme s'il s'agissait de situations objectives. Ce sont des autorités politiques. C'est la situation du moment qu'ils prennent en compte et c'est en fonction de cette situation qu'ils réagissent. Il n'y a aucune objectivité. Pour tous ceux qui connaissent le contexte politique aujourd'hui, ils réagissent avec les nerfs, ils réagissent avec les phénomènes. Par exemple, moi je trouve particulièrement que les sanctions sont lourdes, sont graves, parce qu'on a sanctionné, 1, le coup d'État du 18 août, 2, le processus qui a été renversé le 24 mai, et 3, on a sanctionné également l'attitude du gouvernement de transition de la République du Mali qui a donné l'impression aujourd'hui de véritablement jouer, et ils ont joué, et ils ont perdu. J'ai l'impression, monsieur le, on fait pas de cadeau dans ce studio. J'ai l'impression, monsieur le ministre, que la CEDEAO s'est enfermée dans les principes. La condamnation de principe, les premières sanctions, c'est vraiment processionnel. Aujourd'hui, on en est à une mesure qui va plutôt tomber sur tous les Maliens. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux pour la CEDEAO de s'humaniser, d'être réaliste, de considérer la situation malienne comme une situation qu'il faut traiter comme elle l'est, au cas par cas, non pas comme un pays qui devrait subir une sanction d'avance écrite? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est pour ça que les sanctions sont tombées. Sur le principe, elles ne sont pas condamnables, mais sur l'ampleur des sanctions, elles sont lourdes et elles risquent d'avoir l'effet inverse. Par rapport à cela, c'est au Mali, gouvernement de transition d'une part, société civile et toutes les sociétés maliennes, de s'impliquer aujourd'hui dans la vraie démarche de mettre en place, une transition qui soit digne des Maliens que nous sommes, c'est-à-dire une transition vertueuse. Deuxièmement, que l'on se batte aujourd'hui pour lever ces sanctions-là en rappelant à la CEDEAO que la lourdeur de ces sanctions ne va pas frapper un gouvernement de transition, mais va frapper plutôt des Maliens qui vont souffrir. Voilà le combat qu'il faut mener aujourd'hui. Mais n'oublions pas quand même que ce sont des institutions qu'on a mis en place et qui sont là pour sanctionner les violations des droits. Et tout le monde fait fi de ne pas regarder en amont ce qui s'est passé pour en aval dire « oui, mais la CEDEAO fait ceci, oui, mais la CEDEAO fait cela ». Excusez-moi, on peut mettre la fessée, et quand on met la fessée qu'elle est lourde, on peut regretter la fessée. Pour autant, la raison de mettre la fessée est une évidence absolue. Faisons en sorte aujourd'hui que nous bannissons les coups d'État en Guinée, au Mali et ailleurs. Faisons en sorte aujourd'hui que le peuple remonte en surface et faisons en sorte aujourd'hui que la souveraineté soit d'abord une souveraineté nationale et populaire avant d'être une souveraineté des gens qui vont vouloir exercer des pouvoirs contre notre gré avec une autorité qu'on leur a donnée. Voilà.
Mamadou Ismaïla Konaté, ancien garde des Sceaux, avocat au barreau de Paris en direct. Allez-y, Ahmed. Monsieur le ministre, je suis très étonné ce matin par la teneur de votre discours. Avant de mettre une fessée à un enfant, on le prévient. Et surtout, on fait de la prévoyance. Vous nous dites une chose qui me paraît quand même énorme, parce que je vous sens ce matin, je vous sens dans la posture, dans le dogme, et non pas dans la réalité de ce que vivent les peuples africains. Enfin, monsieur le ministre, on n'est pas plus con que les autres peuples. Je vous dis une chose, il y a un problème d'injustice criante sur notre continent. La CEDEAO se tait lorsque Ouattara fait un 3e mandat. Vous avez rappelé un principe de la CEDEAO tout à l'heure, qui est le principe de la bonne gouvernance. Où est la CEDEAO quand il y a des millions et des millions d'euros qui sortent de notre continent? Monsieur le ministre, je suis désolé, vous avez parlé de transition vertueuse, mais je m'inscris en faux. Il n'y a pas de transition vertueuse. Il y a des coups d'État et des transitions réparateurs ou réparatrices. Il s'agit ici, monsieur le ministre, je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes à côté de la plaque ce matin. Et j'ai une question pour vous. J'ai une question. Est-ce que, à votre avis, il y a les peuples qui adhèrent aujourd'hui aux transitions qui sont en train d'être mises en place, donc au coup d'État militaire, le font par pur idéologisme ou dogmatisme, ou parce que ces peuples-là le font parce qu'ils souffrent des carences des pouvoirs civils ouest-africains, à savoir non-développement, aucune infrastructure et une corruption endémique. C'est là le nœud du problème, monsieur le ministre. Les grandes gueules. Oui, alors vous dites beaucoup de choses et visiblement vous me reprochez à moi d'être à côté de la plaque. Je ne suis pas sûr que vous êtes très loin de la plaque, non. La réalité, c'est que vous mettez en avant aujourd'hui les 3e mandats que je condamne, vous le savez. Vous mettez en avant aujourd'hui les conséquences négatives de la corruption que je sais. Vous mettez en avant aujourd'hui l'incapacité de nos gouvernants à se tenir, je le sais. Pour autant, vous voulez arriver à un niveau que je ne veux pas, vous voulez justifier les coups d'État militaires par ça. C'est effroyable de penser cela. Ce n'est pas juste de dire cela. C'est loin d'être démocrate de vouloir justifier un renversement de régime par un comportement mauvais. Quel que soit le comportement des uns et des autres, la légalité doit demeurer. Le problème de fond, c'est qu'il ne faut jamais applaudir un coup d'État militaire. Vous savez toujours la conséquence. Lansana Conté, hier, dans le renversement de régime, de la prise de pouvoir, vous avez vu combien de temps il est resté, vous avez vu ce qu'il a pu faire de négatif. Un militaire reste un militaire. Nous avons encore un principe absolu dans le cadre de la CEDEAO, c'est que l'autorité militaire est assujettie à l'autorité du pouvoir légitime. N'applaudissez pas ce que l'on n'applaudit pas. Ce que vous avez indiqué comme mot de l'Afrique aujourd'hui, je le sais et je le partage avec vous. Je ne suis pas loin de la plaque. Voyez par exemple, lorsque vous avez des autorités militaires issues de coups d'État qui vous proposent de pouvoir rester sur place pendant 5 ans, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent exercer un mandat constitutionnel. Pour le compte de qui? Pour le compte du peuple? C'est faux. Et c'est archi faux. Alors revenez à la raison, revenez dans le sens de la plaque et dites-vous des choses. Il y a des évidences que vous avez dit, mais ces évidences ne justifient pas. Je termine juste sur ce point-là, en ce qui vous concerne, pour vous dire aujourd'hui, vous avez une douzaine de personnes qui vont aller casser la caverne de Ali Baba. Ils sont tous les 12 voleurs. On n'en rattrape qu'un seul, les 11 ont fui, et le seul qui a été rattrapé conteste le fait qu'on le juge en disant qu'on n'a pas jugé les 11 autres. Il est aussi voleur que les 11 autres, il a eu le malheur de se faire prendre. Revenons à la légalité de base, revenons au droit, revenons à l'intérêt général, ne justifions pas l'injustifiable par des procédés sur lesquels on conteste tous. Allez, il est toujours là. Hein. Allez-y, Madame Yo. Allez-y, Madame Yo. Alors, à suivre la réaction des autorités maliennes, Monsieur le ministre, on a l'impression qu'elles veulent vraiment croiser le fer, notamment en disant ne pas être d'accord par rapport à ces sanctions qui ont été émises, données par les 2 organisations africaines. À votre avis, quelles conséquences sur le peuple malien? Quelles conséquences si les autorités maliennes veulent vraiment croiser le fer en rappelant les ambassadeurs, en allant dans le sens des sanctions qui ont été données par ces organisations? Quelles peuvent être les conséquences à votre avis? Elles sont désastreuses. Et les conséquences sont d'abord au plan politique, parce que la société politique malienne va se disloquer entre ceux qui sont pour les sanctions et ceux qui sont contre les sanctions, comme si on pouvait être pour les sanctions. Deuxièmement, n'oubliez pas quand même l'état de santé du Mali. D'abord, Covid persiste, le pays est disloqué au plan sécuritaire avec les difficultés que nous connaissons aujourd'hui.
La réalité, c'est que vous, au lieu d'aller en va-t-en-guerre aujourd'hui, moi j'aurais compris que le gouvernement de la République du Mali aurait passé la nuit dernière, d'abord réunir un conseil des ministres extraordinaire pour analyser les sanctions d'une part et éventuellement trouver la riposte qui ne soit pas la riposte guerrière. Parce que celui qui va souffrir, c'est vraiment le peuple du Mali dans toute sa globalité aujourd'hui. Vous savez aujourd'hui que l'institution d'émission de la monnaie, la BCAO, ne donne plus aucune autorisation, n'exécute plus aucun ordre au Mali. Premier point. Deuxième point, la fermeture des frontières aujourd'hui fait qu'un certain nombre de Maliens et de non-Maliens sont bloqués sur le territoire du Mali ou sont bloqués à l'extérieur du Mali, ne peuvent pas rentrer. Et troisièmement, cette psychose qui est causée aujourd'hui au Mali, on n'a pas l'air de prendre toute la mesure. Moi, je ne suis pas sûr que la contestation de l'ampleur des sanctions ne doit pas amener aujourd'hui à riposter sur le même plan parce que le Mali ne se bat pas contre un État. Le Mali se bat dans le cadre de la CEDEAO contre 15 États. Le Mali se bat dans le cadre de l'UEMOA contre 7 autres États. Et aujourd'hui, les seules frontières qui peuvent éventuellement nous donner l'occasion de sortir, c'est la Guinée, à la condition que la Guinée, en tant qu'État partie de la CEDEAO, ne joue pas le jeu, c'est la Mauritanie et c'est l'Algérie. Alors, côté Mauritanie, c'est infesté de terrorisme. Côté Algérie, c'est infesté de terrorisme. Et jusqu'à présent, nos échanges avec ces deux pays, ne serait-ce que au niveau frontalier, c'est de la contrebande à ce niveau. Vous voyez, donc aujourd'hui, il faut mettre la balle à terre. Il faut que l'État du Mali et les deux institutions reprennent très vite les couloirs de la diplomatie pour se parler, pour que d'abord le peuple du Mali ne souffre pas, et ensuite que cette affaire ne s'envenime pas, et ensuite que nous n'allons pas vers l'explosion. Voilà. Que nous n'ayons pas vers l'explosion. Mamadou Ismaël Konaté, il faut le rappeler, un avocat au barreau de Paris, ancien ministre garde des Sceaux. Il parle de la Guinée, Jacques Léoalen aussi. La Guinée doit donner l'exemple. Parce que ici, on attend un peu. Hein. Oui, ici également, on ne connaît pas encore la durée. Les militaires prennent tout leur temps. Et peut-être dans la situation actuelle du Mali, s'il y a un pays qui pourrait ne pas se plier aux injonctions de la CEDEAO, on pense premièrement d'abord à la Guinée parce que ce n'est pas un pouvoir civil. Votre observation sur cela, sur la politique guinéenne aujourd'hui pendant cette transition, mais je vous ramène aussi au Mali sur... Le cas guinéen, est-ce que les deux même ne se consultent pas? Je parle de Goïta et de Doumbouya. Bon, là... Des sanctions... Bah oui. Pardon. Et de la survenue de ces sanctions, il a été prévenu, je crois, 2-3 jours avant que les sanctions ne tombent. Monsieur le ministre parlera là-dessus, mais en même temps, je vous ramène finalement sur la sécurité, les questions sécuritaires du Mali. Le gouvernement, dans sa réponse, dit qu'il est plutôt en train de faire des efforts sur ce plan-là. Vous qui êtes malien, quelle observation vous faites aujourd'hui sur le terrain? Avez-vous confiance dans la lutte que mènent les militaires contre le terrorisme ou plutôt au gouvernement civil? Vous avez quelques années derrière vous avec Ibeka. Oui, mais vous savez que la question sécuritaire n'est pas une question de militaire ou de civil, ce n'est pas une question nationale, c'est même une question internationale. Moi, je veux bien que les gens aujourd'hui mettent en avant des efforts qui sont déployés sur le terrain en vue de juguler les questions d'insécurité sur le terrain. Pour autant, on ne peut pas en 2 jours dire que des efforts ont pu donner des résultats. Non, la réalité, c'est que nous sommes dans un ensemble communautaire. Quiconque prendra le risque de se mettre en main la communauté prend des risques énormes. D'abord, sur le plan politique, ensuite sur le plan sécuritaire. La question au Mali de sécurité vaut pour la Guinée, vaut pour le Sénégal. Ce qu'il faut craindre, c'est que le laisser-aller au Mali ne soit pas constitutif d'un risque énorme pour nos autres voisins. Vous savez, une bombe qui saute à la frontière de Guinée a de fortes chances de résonner à Kankan. Et quand il résonne à Kankan, il y a de fortes chances que les terroristes qui sont à l'origine de cette explosion progressent sur Kankan. Tout le monde est menacé aujourd'hui. Et c'est pour cela que je ne comprends pas cette intransigeance à vouloir aller au mur. Moi, je veux bien me battre, mais je veux me battre en ayant véritablement pris la mesure de mes moyens et de mes capacités à agir ou à ne pas agir. Notre sort est lié. C'est lié au plan économique, c'est lié au plan financier, c'est lié au plan politique, c'est lié au plan sécuritaire. Donc aujourd'hui, encore une fois, j'en appelle à mettre la balle à terre, j'en appelle à prendre conscience des uns et des autres, j'en appelle aux responsabilités des uns et des autres. C'est vrai qu'une
une dynamique doit se mettre en place aujourd'hui vis-à-vis de la CEDEAO pour leur dire aujourd'hui que ces sanctions, en tant que telles, sur leur principe, sont néfastes. Même si aujourd'hui ces sanctions interviennent. Alors vous dites aujourd'hui que les sanctions, l'État du Mali n'a pas été prévenu. C'est pas juste. Prenez les 3 derniers communiqués de la CEDEAO. Depuis le mois de septembre, la CEDEAO alerte à ce niveau. Alors, je ne peux pas non plus comprendre que l'on soit derrière des autorités nationales qui vont au mur et qu'on se mette derrière pour les applaudir, pour dire vous avez raison. Aucun nationalisme, aucun patriotisme de mauvaise aloi ne peut m'amener aujourd'hui à fermer les yeux. Je suis conscient des limites de la communauté internationale, y compris de la CEDEAO. Je suis conscient également des bevues de la CEDEAO, notamment en Côte d'Ivoire. Je sais que cette CEDEAO n'est pas là quand on pille les caisses du Trésor public. Je sais qu'elle n'est pas là quand on est bastonné pour des engagements politiques. Je sais qu'elle n'est pas là lorsque la fraude électorale prend le pas surtout. Pour autant, on fait avec les seins de la maman que l'on a. Évidemment. Allez, le moteur allumé. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Avec notre invité ce matin, M. Mokhtar Ba, pardon. Il est conseiller référendaire dans le Cour des comptes Antoine. Il est notre invité ce matin. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Ba. Bonne arrivée. Bonjour à tout le monde. Voilà, on parle ce matin de la Cour des comptes. Et forcément, beaucoup de Guinéens qui nous suivent ont entendu parler de cette cour-là. Et nous, particulièrement, on avait été opposé, moi surtout, au maintien de son président à sa tête, qui a connu l'ère Alpha Condé. Dites-nous d'abord, depuis l'arrivée du CNRD, comment se porte l'institution et c'est quoi son rôle véritablement? Merci pour cette question. Et depuis l'avènement du CNRD, je pense que vous le savez autant que moi, elle a été l'une des premières institutions à être réhabilitée après la suspension de la Constitution et la dissolution de beaucoup d'autres institutions qui sont quand même des choses inhérentes à un coup d'État. Maintenant, on ne vous entend pas. Allez-y. Maintenant, qu'est-ce que la Cour des comptes représente? Elle a été consacrée dans la Constitution de 2010 et elle a été mise en place en 2016, c'est-à-dire le processus qui continue. La Cour des comptes est chargée du contrôle des finances publiques a posteriori et chargée du contrôle des comptes des campagnes électorales, des déclarations de patrimoine et d'autres mécanismes au plan international, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'Institution supérieure de contrôle des finances publiques qui est membre de l'Organisation internationale de contrôle des finances publiques appelée INTOSAI et qui, de ce point de vue, représente la Guinée au niveau de... Finances publiques, ce sont deux notions différentes. Les finances publiques et des comptes publics. Oui, non, les comptes publics sont dans les finances publiques. D'accord. On y arrivera, je vais vous expliquer. D'accord. Alors donc, de ce point de vue, c'est la mise en place de la Cour des comptes est un indicateur de démocratie et de bonne gouvernance. C'est même une exigence de coopération avec les partenaires techniques et financiers. C'est ce qui a valu la création de la Cour des comptes, bien qu'il existait une chambre des comptes qui était une formation de la Cour suprême. Donc, depuis sa création, la Cour des comptes s'est attelée... En gros, vous nous dites que c'est le baromètre de la bonne gouvernance et de la démocratie. On est d'accord? D'un indicateur. Bon, pourquoi cette inertie alors depuis 15-5 ans? Non. Ou 10 ans Inertie, même. 6 ans. 6 ans même. Ouais, pourquoi cette inertie complète? Il n'y a pas d'inertie. Je suis là pour vous parler du vrai visage de la Cour des comptes à travers son bilan qui est à la fois glorieux et élogieux. Ah si bon? vous me permettez. Vous Oui, trouvez? C'est clair. Ah Vous savez, oui. une juridiction, ce n'est pas comme les autres institutions. On ne sort pas tous les jours pour dire voilà ce qu'on a fait, ce qu'on a fait. On est là aujourd'hui Oui, pour mais on ça. est quand même pas idiots. Mais au moins, on doit pouvoir On doit constater pouvoir voir les certaines effets choses. de votre Oui, travail oui, dans la mais je suis là gouvernance. pour ça, monsieur Leno. Je suis là Mais pour ça. avant que vous ne soyez là, on devrait être à mesure de dire, voilà, depuis que la Cour des comptes est là, elle a produit un tel rapport, un premier, peut-être un deuxième, Elle a mais en sanctionné un fait, tel. il n'y a pas de lisibilité, il n'y a pas de D'accord, visibilité dans ce qui est fait, parce que les gens ne savent pas en fait réellement ce que vous faites. D'accord, je vais expliquer pourquoi. Pourquoi cela? Parce que vous, particulièrement, vous savez que vous avez été invité à une réunion à la Cour des comptes où on a convié les médias, toutes les autres parties prenantes pour fixer notre cadre d'orientation sur la base du plan stratégique et opérationnel. Vous étiez là. Mais pourquoi aujourd'hui les travaux de la Cour ne sont pas disponibles, ne sont pas à la disposition du public? On va expliquer tout de suite. Vous savez, la Cour des comptes est une juridiction qui fonctionne conformément au bloc de la légalité. Donc, au sommet, nous avons la Constitution. La Constitution prescrit que la Cour des comptes, avant de publier ses travaux, avant de publier le rapport annuel, transmet une copie du rapport annuel
de manière solennelle au président de la République et donne une copie au président de l'Assemblée nationale. Ensuite, on en fait une communication large autour de ça. Dès sa mise en place, la Cour des comptes de Guinée a élaboré le rapport 2016. Ça, c'est exclusivement sur sa mise en place. Il n'y avait pas quelque chose qui pouvait intéresser le public, parce que ce qui intéresse le public, c'est de dire tel contrôle a été fait, voilà, telle anomalie a été détectée, et voilà telle sanction. Alors, à partir de 2018, on a été clairement opérationnel. Et nous avons déroulé de nombreux contrôles. Et chaque année... Lesquels? Vous pouvez nous donner un exemple? Non, je ne peux pas. Nous avons une liste que je peux vous donner. Chaque année, nous insérons chaque année nos contrôles dans le rapport annuel. Mais il se trouve que depuis 2017, la Cour des comptes n'a pas été reçue par le président de la République pour procéder à cette remise solennelle et avant que ça ne soit publié. Donc c'était un frein à la publication des rapports de la Cour. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas de votre faute, alors. alors. Jamais voulu vous recevoir. La Cour n'a pas été reçue, je parle d'institution, par le président de la République pour que... Mais l'institution, c'est vous qui l'animez. Avez-vous manifesté la volonté de le rencontrer? La Cour a bel et bien manifesté la volonté à travers les canaux légaux. Mais ça n'a pas été fait. Ça, c'est une réalité. En fait, c'est marrant parce qu'on a l'impression... Monsieur, excusez-nous, non, attendez. On a l'impression que vous et moi, ou vous et nous, on ne vit pas sur la même planète, voire même on ne vit pas dans le même pays. On sait, écoutez, j'ai juste une question. Laissez-moi. Non, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Non, monsieur Allez-y. C'est pas calme-toi, s'il te plaît, Ahmed. C'est pas calme-toi. Allez-y. Calme-toi, s'il te plaît, Ahmed. Ça, c'est des obstacles insurmontables. Vous parlez d'une juridiction. C'est incroyable. Vous parlez des compétences liées, on vous parle d'une procédure, on vous parle du blocage. On vous parle de vos carences, on vous parle de vos carences et de votre absence. Vous assumez la responsabilité de ces propos. Oui, absolument. Absolument. Allez-y, monsieur Ba. Allez-y, monsieur Ba. Donc, on n'a pas pu mettre ça à la disposition du public parce que le rapport annuel d'activité n'a pas été publié. Nous avons aujourd'hui 4 rapports annuels qui sont bloqués et en raison du fait que la Cour des comptes n'a pas été reçue à la présidence de la République de manière solennelle pour la publication. Maintenant, et la Cour des comptes, sinon, il n'y a pas de secteur en Guinée où la Cour des comptes n'a pas exercé des contrôles. Et attendez, depuis l'indépendance, dans ce pays, aucune gestion n'avait été apurée. Aucun comptable public n'avait prêté serment. Dans ce pays, il n'y a pas de gestion patente en matière de comptabilité. Et quand la Cour des comptes a été mise en place, grâce aux partenaires et à l'implication des hautes autorités de la Cour, il y a eu la loi de validation de 1958 en 2010. Nous avons procédé à un apurement accéléré sur chiffre des comptes publics pour trouver la ligne de compte jusqu'en 2016. Maintenant où nous sommes, nous avons des preuves, monsieur Kourouma. Nous avons des preuves. Elles sont Attendez. Donc à partir de 2016, à partir de 2016, nous amorçons le contrôle juridictionnel, le jugement des comptes que nous sommes en train de faire actuellement. Et ça, c'est la deuxième attribution de la Cour des comptes qui définit même sa dénomination. Mais à côté de ça, nous avons le contrôle de la gestion que nous avons en commun avec les autres corps de contrôle, notamment l'inspection d'État et l'inspection générale des finances, que nous menons. Nous avons mené plusieurs contrôles dans les collectivités, au niveau de l'État. Monsieur Ba, nous avons tous ces résultats. Attendez, monsieur Kourouma, est-ce que vous êtes parti à la Cour des comptes en tant que invitez-nous, on vient. Invitez-nous avec plaisir. Il se trouve que vous êtes exempt. On ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Invitez-nous, on viendra avec plaisir. Écoutez-moi. Il vous appartient à vous, monsieur Kourouma, en tant que journaliste, de partir à la Cour, demander un rapport. Vous n'obtenez pas ce rapport-là. Mais comment voulez-vous que moi j'obtienne un rapport si vous n'êtes pas capable de dénoncer le fait qu'un président de la République ne vous ait pas reçu? Comment voulez-vous que moi j'aille dénoncer petit Mamadou un rapport? Des rapports d'ailleurs pour expliquer. Non, alors expliquez-nous la réalité. Avez-vous fait des rapports? Oui ou non? Si oui, ils sont où, monsieur? Prouvez-nous que vous avez fait des rapports. Les rapports sont à la Cour. Allez-y à la Cour. Oui, bien sûr, dans vos beaux bureaux. Et à quoi ils servent? À quoi ils servent? À rien. À quoi ils servent, monsieur Ba? À rien. Ils sont dans vos beaux bureaux et ils servent à rien. Laissez-moi vous expliquer l'impact de nos contrôles. Il n'y a aucun impact. Aucun impact vous n'avez eu sur la mauvaise gouvernance, sur la corruption. Aucun. Allez, Ahmed, on se calme là, s'il te plaît, Ahmed. On se calme, Ahmed. Voilà. On se calme, Ahmed, s'il te plaît. On se calme, Ahmed. On se calme, s'il te plaît. Allez-y, Antoine. Monsieur Ba, ne soyez aucunement surpris, c'est lundi. Et généralement, c'est comme ça chez lui. S'il te plaît, quand le week-end est agité, il vient très chaud à l'antenne. Allez, que son attitude ne vous surprenne pas. Bon,
ne donnez pas raison à Ahmed, M. Ba. Moi, normalement, ce matin, je m'attendais à avoir avec vous un rapport d'activité par rapport au contrôle effectué. Merci. Dans ce pays, on a plusieurs fois dénoncé les cas de corruption dans des départements. Les grandes gueules. On estime que le fonds public est mal géré. On aurait pu, à travers votre explication, comprendre des exemples, par exemple, des cas que vous aurez dû nous citer ce matin pour dire on a fait un contrôle dans tel service. Les routes, voici les surfacturations. ce que les résultats nous ont permis d'avoir. Est-ce que ce matin, M. Ba, est-ce que ce matin c'est possible que vous nous aidiez à comprendre les axes, quelques actes précis, quelques actes posés, des contrôles effectués dans des services qui montrent des résultats surprenants? Il faut nous surprendre ce matin, M. Ba. Nous avons près d'une quarantaine d'entités qui ont été contrôlées. Quelques exemples. Quarantaine, c'est pas innombrable. Mais attendez, monsieur. Attendez, il faut qu'on se comprenne. Quand même, Antoine. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous, les Kourouma? Attendez, les Kourouma. Finalement, les Kourouma. Finalement, c'est les Kourouma. On est en train de se faire enfumer par les bas. Et ça me met hors de moi. Non. Alors, monsieur Kourouma, je peux vous donner plusieurs exemples. Les grandes gueules. Dans les différents domaines, parce que la Cour, dans son organisation, est composée de 5 chambres. Vous avez une chambre qui s'occupe du contrôle des comptes de l'État. Vous avez une chambre qui s'occupe du contrôle des comptes des établissements publics administratifs. Vous avez une chambre qui s'occupe du contrôle des comptes des collectivités territoriales et locales. Vous avez une chambre qui s'occupe du contrôle des entreprises publiques. Dans chacune de ces chambres, il y a des rapports d'observation définitifs. Moi, j'étais à la chambre des établissements publics. Aujourd'hui, je suis à la chambre des collectivités territoriales et locales. Je peux donner, par exemple, l'exemple de Bokeh sur la mine, où je viens de faire un contrôle. Et grâce au contrôle que nous avons eu à faire à Bokeh, nous avons contribué à régler une situation par rapport à la gestion de la gare routière. Donc même la situation est passée sur vos antennes. Ça, c'est juste un exemple. Vous prenez les établissements publics administratifs. Dans ce pays, aucun établissement public administratif n'était en règle vis-à-vis de la loi 056. Mais aujourd'hui, grâce aux recommandations et aux référés de la Cour, parce que nous avons 2 possibilités, lorsque nous constatons une anomalie et qui relève de l'entité elle-même... Un exemple oui, Non, laissez finir. Là, pour une fois, je suis d'accord avec J'ai un exemple. Attends, s'il te plaît. Alors, attendez. Laissez finir. Lorsque nous relevons des anomalies... Laissez-moi Ma question terminer. est très importante, monsieur Ba. Laissez-moi terminer. Pour une fois, je suis avec Lorsque monsieur nous Ba. relevons des anomalies dans un rapport d'observation définitive, lorsque l'anomalie implique l'entité contrôlée à travers ses autorités statutaires, nous faisons une recommandation. Lorsque, par exemple... Vous ne fonctionnez pas, vous faites juste une recommandation. D'accord. Dans le contrôle de la gestion, nous faisons une recommandation. Lorsqu'il s'agit du ministère en question, du ministère de tutelle, c'est-à-dire la mise en place d'un conseil d'administration, implique le ministère. Nous faisons un référé qui est adressé au ministère. Mais là, vous êtes encore sur le respect des principes ou des règles. Lorsque nous constatons des anomalies qui méritent sanction, nous avons 2 possibilités. Il faut me suivre. On vous suit. La première possibilité, c'est de saisir la chambre de discipline budgétaire et financière, qui est la chambre qui sanctionne chez nous. Et vous l'avez fait déjà? Ça, c'est l'explication de la démarche. Maintenant, je vais vous dire. Attendez, vous êtes trop pressé, monsieur. On n'a plus le temps. Parce qu'il n'y a pas ce temps. Mais les sanctions, parlez-nous des sanctions, les sanctions qui ont été prises. Les sanctions. Il y a eu des renvois devant cette chambre. Il y a eu des dossiers pénaux transmis au parquet, mais on ne peut pas expliquer ici des procédures pendantes. Non, je vous comprends. Moi, je n'explique pas des procédures pendantes. Pour le cas des exemples, monsieur Ba. Attendez, monsieur Kourouma, je ne peux pas expliquer des procédures pendantes. Monsieur Ba. Aujourd'hui, le message qu'il faut faire passer. On vous demande, monsieur Ba, on ne vous parle pas des procédures pendantes. On vous parle de l'inefficacité qui a été la vôtre depuis l'avènement, depuis 6 ans. Oui, parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Monsieur, on va le laisser parler. Allez-y, monsieur Ba. Voilà, mais laissez-moi parler. Allez-y, monsieur Ba. Maintenant, ça c'est sur le plan national. Sur le plan international, vous avez entendu parler, les partenaires techniques et financiers. La BAD, c'est nous qui faisons les audits. L'ensemble de tout ce que la BAD finance, notamment à travers le fonds Covid. Attention, nous avons audité le mécanisme d'évaluation par les pairs de l'Union africaine. C'est un organe de l'Union africaine. Monsieur Ba, avant d'aller là-bas, attendez, le budget national guinéen, avant que le budget nous soit adopté,
il faut que d'abord la Cour des comptes statue sur le budget. On a un budget parfois déficitaire avec des détournements. Oui, mais vous donnez votre avis avant que le budget soit... La Cour des comptes donne son avis sur la loi de règlement et de compte rendu budgétaire. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. On revient voilà, sur cette arrestation d'un agent de force spéciale, son avocat qui apporte des précisions ce matin. Maître Chérif, bonjour. Bonjour. Vous avez souhaité prendre la parole parce qu'effectivement, la dernière fois, nous avons brièvement parlé de cet agent des forces spéciales qui est aux arrêts. On lui reprocherait, c'est pas des comportements un peu moins catholiques. Finalement, vous qui êtes au fait de ce dossier, qu'est-ce que vous avez à nous apprendre ce matin? Merci de m'avoir donné la parole. Je me nomme Mamadou Ali Chérif Diallo, avocat. Un certain nombre d'années, 22 ans. Donc, si je suis là, c'est par rapport à c'était le 6 janvier. Le 6 janvier. Lors d'une de vos émissions, vous parliez du dossier de Bachir, le ministre Bachir. Donc, M. Lamine Guirassy a parlé de notre client. Je suis avec 3 ou 4 autres avocats qui défendons le commandant Ali Kamara. Donc, dans cette intervention, M. Guirassy a dit que, parlant du commandant, qu'on l'a pris avec 150 000. On l'aurait pris avec 250 000. On l'aurait. Voilà. Que ça s'est dit qu'on l'aurait. Ok, voilà. Mon client a estimé que cela lui cause préjudice et écorne son image, parce qu'il n'est pas associé à cela. D'autant plus qu'on n'a jamais parlé de 150 000 $. C'est tout le groupe. Toute l'opération qui s'est passée, toutes les personnes qui sont accusées, jamais on n'a parlé de 150 000 $. Qu'est-ce qu'on leur reproche donc? Vous savez, le dossier est à d'instruction. Mais vous êtes avocat, c'est là que vous avez été notifié. Vous êtes constitué partie civile, je suppose, donc vous avez accès au dossier. Non, pas partie civile, je suis avocat de la défense. Vous savez, lorsqu'un dossier est à l'instruction, il y a ce qu'on appelle le secret de l'instruction. Donc, il est incongru que je déballe. D'accord. Non, mais c'est certes incongru, mais on a un fait du dossier. On sait que Bala Samoura a présenté Alia Kamara et bien d'autres au recommandement de la gendarmerie. On a assisté à cela parce que la presse était présente. Ce jour-là, Alia se défendait parce qu'on leur reproche le jour du putsch à la présidence. On a reproché à quelques-uns d'avoir touché au coffre-fort à la présidence et même d'avoir emporté avec eux des ordinateurs. Alia, ce jour-là, s'est défendu en disant que ce sont des contre-vérités. Il n'a pas touché un seul franc ce jour-là. Est-ce que ce matin, vous nous dites que, tel que Bala Samoura a présenté les faits ce jour-là, est-ce que ces faits présentés ne sont pas les vrais? Ce ne sont pas les vrais. Dites-nous alors, qu'est-ce qu'on leur reproche? Non, là ils vont expliquer. Il y a les auditions qui se poursuivent. Ils vont expliquer ce qui s'est passé dès lors que le dossier est à l'instruction. Mais si vous êtes là ce matin, c'est justement pour nous dire que les grandes gueules. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Dans tous les détails, d'autant plus que... Attendez. Vous plantez le décor, parce que moi j'ai participé à l'instruction. J'ai entendu beaucoup de choses, j'ai eu accès à beaucoup de choses, mais étant donné qu'il y a le secret de l'instruction, je ne peux pas parler en détail de certaines choses. Peut-être... Si vous me demandez de l'air... Non mais moi je ne vous comprends pas. Vous prenez la parole dans la presse ce matin. Oui. Si vous acceptez de venir dans la presse, c'est que vous acceptez de dire des choses. En fait, si on vous donne la parole, c'est pour que vous nous éclairiez ce matin. Mais quand vous nous dites qu'il y a un secret d'instruction, en fait, je ne peux pas dire Maître, pour aller plus loin, pour aller plus loin dans la question, pour aller plus loin dans la réflexion de Antoine, en fait, vous avez reproché à Lamine d'avoir parlé au conditionnel, il l'a précisé. Mais en fait, dans quel
quel contexte ça s'est Voilà. passé d'ailleurs? Oui, oui. Il faut le rappeler parce Absolument. qu'il y avait cette histoire d'écrasement de passeports du côté Voilà. du ministère de la Sécurité. Il a Je dis été c'était dit que- injuste Oui, je m'en que souviens très d'autres bien. croupissent en prison et que du côté du ministère de la Sécurité, qu'on laisse les gens faire. justement, qu'on laisse les gens En faire. somme, C'est dans ce tu sens. as pris sa défense et ça a été mal perçu. Voilà, en Justement. somme. Parce que, attendez, Les mais grandes une gueules. question. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si la presse spécule sur ce genre d'histoire, c'est parce qu'il y a opacité de l'information. Donc, quelqu'un a été arrêté, mis aux arrêts. Ça se passe entre militaires, on comprend. Mais nous, presse, notre devoir, c'est d'informer nos auditeurs, c'est d'informer les Guinéens sur ce qui se passe, parce que la justice est la boussole du CNRD. On a besoin d'informations. Quand j'ai dit tout à l'heure, il y a une plainte qui a été constituée, on ne sait pas si c'est avec constitution de partie civile, etc. Mais vous avez accès au dossier. On veut bien on veut bien vous accorder le fait que vous devez respecter le secret de l'instruction, mais vous êtes l'avocat d'un des mis en cause. Donnez-nous au moins quelque chose qui va faire en sorte que, les De quoi on le spéculations, reproche? voilà, Rien que les les chefs spéculations vont d'accusation, s'arrêter, je crois que et ça- deux, informez-nous sur les reproches qu'on fait à votre client. Oui, je peux vous répondre. sur Voilà, ça. merci. Mais je vais encore le réitérer. Je suis là uniquement pour apporter le démenti que M. Ali Kamara n'a pas été arrêté en possession de 150 000 $. C'est surtout ça. Parce que D'accord. c'est ce qui a été perçu par l'opinion. par l'opinion. Les grandes gueules. Parce que quand je suis venu hier, on a revu le discours de la déclaration. Donc lui-même, il a Les grandes reconnu. gueules. Sinon, on aurait pu le faire à votre place, on aurait pu rectifier cela à l'antenne sans que vous ne veniez. Non, si vous êtes là ce justement matin, pour dire ça aurait que- été important pour nous que vous Non, parliez plus. Le principal motif de ma présence, c'est pour apporter un démenti. Non, mais on aurait pu que- rectifier à On a l'antenne. entendu, maître. Moi, Maintenant, j'avais est-ce qu'on peut aller plus loin? J'avais demandé Oui, ça. on aurait pu le Maître, faire. maître, Mais on quand vous j'ai tient. demandé Maintenant ça- qu'on vous tient, Non. maintenant qu'on vous tient, est-ce On qu'on peut penser quand même à parler. Attends, non, Voilà. si. D'accord. Maître, maintenant qu'on vous tient, moi je vous le redis encore une fois, il y a une opacité derrière cette affaire. alors, Donc donnez-nous Sinon, je des voulais éléments. dire quelque chose aussi, Ahmed. Allez-y, Tamba. En fait, ce que les collègues essaient de vous présenter, c'est que il ne suffira pas pour les auditeurs de venir leur dire ce que vous avez entendu n'est pas vrai, sans plus. Il faut dire ce qui est vrai. Et c'est la question que nous avons ce matin. Ce qui est vrai, c'est que parce que je me cantonne au commandant Ali dont on a parlé. C'est que le commandant Ali il n'y a jamais eu aucun témoignage de ses co-accusés et de toute autre personne ou une autre preuve par tout autre moyen qui indique qu'il est mêlé à cette histoire d'argent. Maître, pourquoi on l'a privé de liberté? Pour quelle raison l'a-t-on privé? Maître, pour quelle raison l'a-t-on privé de liberté? merci. C'est ça le plus important. Vous savez, il n'y a pas 4 jours, j'ai accompagné un de mes amis qui est militaire, il est juriste, il est capitaine de l'armée suisse et juge militaire. Donc on a parlé du coup d'État et tout. Ah, j'ai dit, mais écoute, moi j'ai un client qui est un de mes... qui faisait partie du coup d'État, des auteurs du coup d'État, qui est en prison en ce moment. C'était le célèbre commandant Ali des forces spéciales. Le directeur des opérations des forces spéciales. Il dit, ah mais mon cher ami, tu ne connais pas le béaba des coups d'État, c'est que quand il y a coup d'État, les leaders, les principaux acteurs du coup d'État se mangent entre eux. Ils n'apparaissent plus, ils n'ont pas les récompenses. C'est les gens qui étaient sous l'ombre, qui brillent, qui bénéficient de toutes les récompenses. Malheureusement, c'est vrai. Parce que tout le monde connaît quelles sont les personnes qui sont rentrées à Sécouria. On dit Tol, c'est pas Tol. On connaît qui est rentré à Sécouria, qui a fait quoi. Bon, c'est vrai qu'il y a les auteurs, il y a les commanditaires. Mais en termes de bravoure et d'héroïsme, c'est les mais qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à l'arrestation de votre client? Où se trouve le dossier aujourd'hui? Je pense que c'est... Où se trouve le dossier? C'est clair, quoi. Voilà. Le commandant Ali Kamara Les grandes n'a gueules. jamais participé à une malversation quelconque. Les grandes gueules. Il était chargé, entre autres, avec d'autres personnes, de garder... On l'accuse de vol d'argent. Ah, voilà. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça. On l'accuse de vol d'argent au palais. Lorsqu'ils avaient été planifiés au palais, après avoir... Ce n'est pas tout à fait différent de ce qui a été dit ici.
il est accusé d'avoir pris de l'argent, c'est ça? De l'argent avec des commerçants et puis de l'argent sur lui, 150 millions. Les grandes gueules. C'est ça qui n'est pas vrai. D'accord. Bon, maintenant, c'est cette histoire d'argent. Le président serait au courant de cette histoire d'argent et tous les comptes rendus et les films, les images lui avaient été donnés. Et la principale difficulté en ce moment pour nous dans ce dossier, c'est que nous n'arrivons pas à voir le procureur du tribunal militaire faire comparaître, ne serait-ce que pour les besoins de confrontation et autres, le nommer les grandes gueules. C'était l'officier, parce que quand il y a eu des histoires, le chef a été remplacé. Qui a remplacé le chef? C'était l'officier, on l'appelle l'officier, un certain commandant, il était au même niveau que le commandant Alia, Mokhtar Kaba. Donc c'est lui qui a été remplacé, le chef a dit que c'est lui qui remplace désormais. Donc au moment où lui il a remplacé, toutes les découvertes qui ont eu lieu, c'est sous son commandement. Donc Alia était totalement écarté, il n'était pas là-bas. Dès que Kaba est venu, Alia est sorti du palais. Et les coffres étaient là-bas et tout. Après, il a été ordonné d'ouvrir les coffres forts. Il faut un spécialiste pour ouvrir les coffres forts. Des spécialistes ont été envoyés, les coffres forts ont été ouverts, le contenu a été répertorié et le compte rendu a été fait. C'est le président. Tout ça en dehors du commandant Ali. Tout ça. Donc il n'a jamais été entendu en fait. Entendu. Enfin, je parle de votre client. Non, au contraire, il est dans de bonnes grâces. Et lui et un autre. Dans les bonnes grâces de qui? Il est dans les bonnes grâces de qui? Dans des bonnes grâces. D'accord. Il n'est pas à la place de mon client. Alors qu'il devrait se retrouver. Non, on vous parle de votre client. Est-ce que votre client a été auditionné? Est-ce qu'il y a eu des auditions qui ont été faites? Est-ce qu'on a entendu sur les faits? Non, mais ça c'est au niveau de l'instruction. Ces détails-là, je ne peux pas rentrer dans ça. Bien. Seulement, on a des difficultés à faire comparaître ces deux individus. Il y a parmi eux un civil, le commandant Kaba, Mokhtar Kaba, et un certain Bill. Ce Bill-là serait... Ils sont partout. Ce Bill-là, quand on parlait de Bill, je pensais à Bill, mais un certain Bill qui serait le jeune frère du président. Bien. Merci beaucoup en tout cas. Tout le monde est unanime que lui, c'est un homme du président, il est civil, il est le jeune frère du président. C'est lui et le commandant Kaba qui ont coordonné les opérations d'ouverture des coffres forts et de la prise en charge du contenu. Le jeune frère du président. Le soir, ils disent que c'est le jeune frère du président. Et vous êtes informé à son sujet? Un certain Bill, tel que les explications ont été données dès le début par tout le monde, parce que je suis avec tous les prisonniers, tous les 10 pratiquement. Il y a certains qui ont pris des avocats pour eux-mêmes, mais finalement, on a constitué un pôle d'avocats. Donc, tout le monde est unanime que c'est un certain Bill. Bien. Il est connu de tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Où il est. Merci beaucoup en tout cas. Où il est, il ne comparait pas, le commandant ne comparait pas. On met l'histoire sur le commandant Ali, peut-être pour des raisons inavouées, parce que, bon, voilà. Bon, qu'est-ce qui se dit? Mais notamment. Non, il y a des choses qui en travers de la gorge. Pourquoi vous dites on met des choses sur le commandant Ali parce que quoi? Il y aurait des rivalités, il y aurait des craintes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vous a dit C'est possible que, en tout cas, il y a une main noire derrière le dossier. très noire derrière le dossier. Alors, très noir. Bien. Il ne faudrait pas qu'on célèbre les héros comme des vous faites beaucoup. Maître, Voilà, donc, les grands maître, regardez-moi dans les yeux. Merci beaucoup, maître, en tout cas, d'être passé ce matin, nous voir pour ces précisions, évidemment, sur Radio Espace. Bon, ce que je voulais préciser, ce que je voulais rajouter, oui, en quelques secondes. À l'heure qu'il est, tous ces prévenus-là, lorsqu'on est prévenu d'une infraction, on bénéficie de la présomption d'innocence. D'innocence, évidemment. Il y a le principe de la présomption d'innocence. Tant que vous n'aurez pas été jugé et condamné, reconnu coupable et condamné par la justice, par un juge,
par un juge, après avoir épuisé vos voies de recours, vous êtes considéré comme étant innocent. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont gelé leur salaire et leur pension, ils n'ont droit à rien, étant donné que le salaire et la pension des militaires, ça a un caractère alimentaire. Donc ils ont fait ça. Nous avons fait un recours. Ça, c'est le chef d'état-major qui a fait ça. En tout cas, ça vient de l'état-major. Nous avons fait un recours. Nous allons déposer un recours imminemment pour le dégel de ces... Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être passé ce matin nous voir, maître Chérif, c'est bien cela. Hein, voilà. Oui. Voilà, merci beaucoup. Les grandes gueules continuent sur Radio Espace. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.